Les villageois se rassemblèrent autour de la maison en flammes, certains chuchotant sous le choc, d'autres en silence. Ténéchi se tenait pieds nus sous la pluie, serrant contre elle les cendres du testament de sa grand-mère, son héritage, désormais réduit à l'état de cendre. Son mari, Mankiti, se tenait derrière la foule, observant la scène en souriant. Tout le monde pensait qu'elle allait craquer, mais ils ignoraient que le feu avait réveillé quelque chose de bien plus puissant que la colère, une femme renaissante de la trahison. Ténéchi était une femme douce et aimante, profondément attachée au véritable amour. Lorsqu'elle rencontra Mankiti, il était charmant, doux et plein de grands rêves. Il savait dire les mots justes et la faisait se sentir comme la femme la plus spéciale du monde. Son cœur était plein d'espoir, et lorsqu'il la demanda en mariage, elle n'hésita pas. Même si sa grand-mère, qui l'avait élevée comme une mère, lui avait conseillé de se méfier de Mankiti, Ténéchi croyait qu'il avait changé. Elle se disait que l'amour était plus fort que la peur et que son mari ne lui ferait jamais de mal. Au début, la vie avec Mankiti ressemblait à un conte de fées. Il lui apportait des fleurs, lui préparait ses plats préférés et lui disait chaque jour combien il avait de la chance de la voir. Ténéchi se sentait en sécurité et aimé, convaincu d'avoir fait le bon choix. Elle lui confiait tout, son cœur, sa maison, ses rêves. Elle ne remarquait pas les petits signaux d'alarme ni ses questions parfois excessives sur les terres de sa grand-mère et l'argent qu'elle lui avait laissé. Mais tout a basculé dès qu'il a été question d'héritage. Ténéchi venait de recevoir les documents officiels confirmant que sa grand-mère lui avait légué un grand terrain et une importante somme d'argent, secrètement épargnée pour son avenir. C'était le dernier cadeau de sa grand-mère, une récompense pour tout le travail acharné et la générosité dont Ténéchi avait toujours fait preuve. Quand Ténéchi en parla à Mankiti, s'attendant à ce qu'il soit heureux pour elle, son visage changea. Son sourire n'atteignit plus ses yeux. Il commença à parler d'investissement et de la façon dont il pourrait utiliser l'argent pour ses projets d'entreprise. Il dit que c'était désormais leur argent, et qu'une femme devait subvenir aux besoins de son mari. Ténéchi fut surprise. Elle expliqua gentiment que sa grand-mère lui avait légué cet héritage pour ses propres rêves, et non pour financer les projets d'autrui. Mais Mankiti n'apprécia pas cette réponse. C'est alors que l'homme doux et aimant qu'elle avait épousé commença à disparaître. Les compliments se firent plus rares. La chaleur de sa voix devint froide. Ténéchi ne comprenait pas ce qui se passait. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que l'homme à côté d'elle n'était pas celui qu'elle avait épousé. Elle lui avait confié sa vie. Mais maintenant, elle commençait à se demander si cette confiance n'était pas une erreur. Malgré tout, Ténéchi gardait espoir. Elle croyait que l'amour pouvait arranger les choses, que Mankiti était peut-être simplement stressé ou perdu. Elle ignorait encore que ce n'était que le début d'un cauchemar. Elle ignorait jusqu'où Mankiti irait pour cet héritage. Mais une chose était sûre, son monde paisible allait être bouleversé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le cœur de Ténéchi se remettait encore de la perte de sa grand-mère lorsque l'avocat lui remit les documents d'héritage. À l'intérieur se trouvait la vérité que sa grand-mère avait gardée secrète pendant des années. Un grand terrain en bordure de la ville et un compte bancaire caché contenant une somme importante, épargné spécialement pour Ténéchi. C'était le dernier cadeau de sa grand-mère, sa façon de lui dire « Je crois en ton avenir ». Ténéchi a pleuré en le voyant. Elle s'est sentie reconnaissante, surprise et pleine d'espoir. Elle voulait utiliser cet argent pour construire quelque chose de significatif, quelque chose dont sa grand-mère serait fière. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Mankiti, elle s'attendait à ce qu'il la prenne dans ses bras pour lui dire combien il était fier. Mais au lieu de cela, il marqua une pause, puis sourit d'une étrange manière. Ses yeux ne brillaient pas de joie. Ils brillaient par autre chose, la cupidité. Le lendemain matin, il évoqua l'idée de créer une entreprise. On pourrait tout investir, dit-il. Un mari intelligent sait comment doubler son argent. Laisse-moi m'en occuper, mon amour. Ténéchi resta silencieuse. Elle sentait au fond d'elle-même que quelque chose n'allait pas. Elle lui dit gentiment que sa grand-mère lui avait laissé cet argent pour son avenir et qu'elle n'était pas prête à le donner comme ça. Elle ajouta qu'elle voulait réfléchir et planifier soigneusement. Mankiti rit d'abord, disant « Tu ne me fais pas confiance ?» Mais lorsqu'elle se redressa, son rire cessa. Peu à peu, il commença à révéler son vrai visage. L'homme qui l'embrassait autrefois sur le front la regardait à peine. L'homme qui l'aidait à cuisiner laissait désormais la vaisselle sale à sa seule discrétion. Il commença à la traiter d'égoïste, affirmant qu'elle se fichait de leur avenir. Il lui reprochait de se comporter comme une enfant avec des bonbons, de trop s'accrocher à eux.
Chaque fois qu'elle essayait de s'expliquer, il déformait ses propos et la culpabilisait. Ténéchi se sentait confuse et le cœur brisé. Ce n'était pas l'homme dont elle était tombée amoureuse. La chaleur de leur maison commença à disparaître. Un silence épais et froid s'installa entre eux. Mankiti devint distant et son sourire n'était plus réel. Il ne la touchait que lorsqu'il voulait parler d'argent. Il évoquait sans cesse l'héritage, répétant des choses comme « tu me dois quelque chose » et « une bonne épouse soutient son mari ». Mais Ténéchi se souvenait de la voix de sa grand-mère, qui lui disait toujours d'être sage, de protéger son cœur et ses rêves. Alors elle a tenu bon. Elle a refusé de céder. Elle n'a pas crié ni lutté, elle a juste regardé et écouté, essayant de comprendre la tempête qui montait autour d'elle. Elle ne se doutait pas que l'amour de Mankiti s'était transformé en contrôle. Et il n'en avait pas fini. Loin de là. Après que Ténéchi eut refusé de donner l'héritage à Mankiti, les choses commencèrent à changer rapidement dans la maison. Ce n'était plus seulement le silence. C'était la façon dont Mankiti la regardait, comme si elle était son ennemie. Au début, il a cessé de lui parler gentiment. Puis, il a commencé à faire de petites remarques quand ses amis arrivaient. « Ils sont jaloux de toi », murmurait-il. « Ils ne veulent que votre argent. » Ténéchi ne voulait pas y croire. Mais avec le temps, ses amis ont cessé de venir. Certains disaient qu'elle avait changé. D'autres ne répondaient plus à ses appels. Elle ne se rendait pas compte que Mankiti répandait des mensonges dans son dos. Il lui prenait son téléphone pendant qu'elle dormait. Il lisait ses messages et en supprimait certains avant qu'elle ne les voie. Il lui disait de ne plus rendre visite à ses anciens voisins. « Tu es une femme mariée maintenant, disait-il. Reste à la maison et comporte-toi en épouse. » Petit à petit, le monde de Ténéchi se rétrécissait. La femme brillante et heureuse qui riait autrefois avec ses amis et rêvait grand était maintenant assise seule sur le canapé, effrayée à l'idée de sortir. Mankiti la faisait se sentir folle. Quand elle pleurait, il la traitait de dramatique. Lorsqu'elle essaya d'expliquer ce qu'elle ressentait, il lui dit qu'elle était ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, il dirait, c'est comme ça que tu me remercies? Ténéchi commença à douter d'elle-même. Peut-être était-elle égoïste. Peut-être aurait-elle dû l'écouter. Elle a arrêté de parler d'héritage. Elle a évité tout ce qui aurait pu le mettre en colère. Il a commencé à l'exclure des décisions. Il partait pendant des jours sans lui dire où il allait. Il gardait toutes les clés, même celles du débarras où elle gardait les affaires de sa grand-mère. Un jour, alors qu'elle lui demandait la clé, il cria si fort qu'elle laissa tomber la tasse qu'elle tenait à la main. Elle se brisa au sol et il s'éloigna. Ténéchi devint comme un fantôme dans sa propre maison. Elle nettoyait, cuisinait et attendait. Mais l'amour qui emplissait autrefois la maison s'était refroidi. Elle ne vivait plus. Elle survivait. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle voyait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de fatigué. Quelqu'un avait peur. Mais même dans cette obscurité, quelque chose en elle refusait de mourir. C'était petit, mais c'était là. L'espoir. Une voix douce lui disait, ce n'est pas la fin. Elle ne savait ni quand ni comment, mais au fond d'elle, elle croyait qu'un jour viendrait où elle serait à nouveau libre. Jusque-là, elle gardait la tête basse et l'esprit vif, attendant le moment de se lever. Cette nuit-là, la pluie était forte. Tanchi s'était précipité à l'hôpital pour rendre visite à son amie qui venait d'accoucher. Elle ignorait que, pendant son absence, un événement terrible allait se produire. La maison qu'elle avait autrefois appelée son foyer, remplie de ses souvenirs et de l'amour de sa grand-mère, était en train de brûler. Les voisins ont raconté que l'incendie s'était déclaré soudainement et qu'il était trop tard lorsqu'ils ont remarqué la fumée. Les flammes se sont propagées rapidement, rongeant le toit et les murs. Les gens ont couru avec des seaux d'eau, mais cela n'a servi à rien. Tout a été perdu. Les vêtements de Tanchi, le vieux coffre de sa grand-mère, les photos de famille et même les papiers de la terre et de l'héritage furent réduits en cendres. À son arrivée, les pieds trempés par la pluie. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le feu était éteint, mais le mal était fait. La maison était là, tel un squelette, noir et brisé. Tanchi se tenait là, silencieuse, les larmes mêlées à la pluie sur son visage. Mankiti s'approcha d'elle, feignant l'inquiétude. Il lui dit que c'était un terrible accident, que les fils électriques avaient dû en être la cause. Il lui montra même le rapport d'incendie qu'il avait établi, qui disait la même chose.
Au début, Tanchi le crut. Elle était trop choquée pour réfléchir, mais quelque chose en elle ne lui semblait pas normal. La façon dont Mankiti se tenait là, trop calme, la façon dont il ne semblait pas triste d'avoir perdu la maison. Les jours passèrent et, alors qu'elle séjournait chez un voisin, Tanchi commença à se sentir mal à l'aise. Pourquoi Mankiti ne pleurait-il pas pour rien? Pourquoi semblait-il si libre? Un après-midi, il lui demanda d'aller chercher quelque chose dans sa voiture. Alors qu'elle ouvrait la boîte à gants pour y chercher les papiers dont il parlait, ses doigts touchèrent quelque chose d'étrange, un briquet. Il avait l'air neuf. Ce n'était pas le sien, et elle savait que Mankiti ne fumait pas. Son cœur s'emballa. Elle regarda autour d'elle. Il y avait aussi un morceau de tissu déchiré, un morceau de son vieux rideau, qui sentait l'essence. Elle se rassit, tremblante. Tout commençait à prendre sens. Mankiti avait volontairement mis le feu pour détruire tout ce qui lui appartenait. Pour effacer le testament, les documents, les souvenirs, afin de pouvoir la contrôler totalement. Il avait incendié sa maison, attribuant la faute à des fils électriques défectueux, et maintenant il faisait semblant de s'en soucier. Tanchi ne cria pas. Elle ne le confronta pas. Elle ferma simplement la boîte à gants en silence et s'éloigna. Cet instant changea tout. Quelque chose en elle se brisa, mais quelque chose d'autre naquit. Une force nouvelle. Une décision tranquille. S'il pensait que le feu l'achèverait, il se trompait. Il venait d'amorcer son retour, et cette fois, elle allait renaître de ses cendres, plus forte que jamais. Après l'incendie, Tanchi n'avait plus rien. Plus de maison, plus de vêtements, plus de papier. Tout avait brûlé. Mais le pire, c'était de savoir que c'était son propre mari, Mankiti, qui était responsable. L'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle aimait, avait tenté de la détruire complètement. La plupart des gens auraient craqué. Mais pas Tanchi. N'ayant nulle part où aller, elle trouva une petite église à proximité. Le gentil pasteur lui permit de dormir dans le hall du fond, où la chorale gardait ses robes. Il faisait froid la nuit, et parfois elle pleurait en silence, s'enveloppant dans une fine couverture. Mais chaque matin, elle se levait tôt et nettoyait l'église sans que personne ne le lui demande. Cela lui apportait la paix, un point d'appui. Un jour, le pasteur remarqua son dévouement et lui proposa un petit travail, nettoyer l'église et l'aider dans les menues tâches. L'argent n'était pas énorme, mais Tanchi le prit avec gratitude. Elle en utilisa une partie pour acheter de la nourriture, et le reste, elle le conserva dans un petit bocal qu'elle gardait sous son oreiller. Le soir, quand elle n'était pas trop fatiguée, Tanchi s'asseyait avec une aiguille et du fil, réalisant de petits objets avec de vieux vêtements. Des bracelets, des sacs, et même des petites poupées. Sa grand-mère lui avait appris à coudre quand elle était enfant. Cela lui rappelait des souvenirs et lui donnait de la force. Elle a pris des photos de son travail avec un vieux téléphone offert par un membre de l'église et a commencé à les publier en ligne. Petit à petit, ces magnifiques créations artisanales ont attiré l'attention. Une habitante de la ville lui a envoyé un message pour lui demander d'acheter des bracelets. Puis un autre voulait un ensemble de petits sacs en cadeau. Petit à petit, les commandes ont commencé à arriver. Tanchi a travaillé dur, cousant parfois à la lueur des bougies, déterminée à satisfaire chaque demande. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a demandé de l'aide à personne. Elle construisait quelque chose tranquillement de ses propres mains. Elle économisait chaque pièce gagnée. Elle fabriquait même ses propres emballages, enveloppant ses articles de mots de remerciement manuscrits. Les clients appréciaient son honnêteté et son histoire, et ils revenaient sans cesse. Tanchi n'avait ni vêtements de luxe ni grand logement, mais elle possédait quelque chose de plus puissant, l'espoir. Elle refusait d'abandonner. Même lorsque, certains soirs, elle se couchait le ventre vide, elle se rappelait qu'elle était libre, libérée des mensonges, libérée de l'emprise de Mankiti, et qu'elle construisait son avenir, petit à petit. Beaucoup seraient tombés après avoir tout perdu, mais Tanchi a tenu bon malgré sa douleur. Le fond ne l'a pas brisé. C'est devenu le terrain sur lequel elle s'est appuyée pour se relever. Elle n'était plus la femme qui pleurait ce qu'elle avait perdu. Elle devenait celle qui, un jour, posséderait plus que quiconque n'aurait jamais pu imaginer. Un après-midi tranquille, après avoir terminé son travail de nettoyage à l'église, Tanchi décida de visiter un petit débarras à l'arrière de la maison incendiée, un local que le feu n'avait pas complètement détruit. C'était risqué, mais quelque chose dans son cœur l'attirait là.
Elle enjamba prudemment le bois noirci et le verre brisé jusqu'à ce qu'elle trouve le vieux coffre en bois de sa grand-mère, brûlé à l'extérieur mais encore hermétiquement fermé. Les mains tremblantes, elle le rapporta à la salle paroissiale. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de famille, des lettres décolorées et un petit paquet enveloppé, caché sous la doublure. Elle le déballa délicatement, le souffle coupé. C'était un acte de propriété, authentique, officiel, signé de la main de sa grand-mère. Le terrain était en ville, idéalement situé, et elle ignorait même que sa grand-mère en était propriétaire. Au début, elle n'en croyait pas ses yeux. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle cherchait en ligne avec un vieux téléphone. Lorsqu'elle tapa l'adresse, ses yeux s'écarquillèrent. Le terrain se trouvait désormais dans une zone commerciale, entourée de banques, de bureaux et de boutiques haut de gamme. Cela valait des millions. Tanchi était assise là, silencieuse, les mains sur la bouche. C'était comme si sa grand-mère avait tendu la main depuis sa tombe pour la bénir. Elle savait qu'elle ne pouvait encore en parler à personne, pas même aux personnes bienveillantes de l'Église. Pas avant d'avoir tout mis en ordre. Discrètement, prudemment, elle passa des appels, trouva un avocat par l'intermédiaire d'un ami de confiance et vérifia les documents. Tout était réel, 100% sien. Elle a agi rapidement, mais en silence. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a contacté un groupe d'investisseurs. Ils furent choqués par la valeur du terrain. L'une d'elles fit une offre sur le champ. Elle ne se précipita pas. Elle a écouté, appris et finalement accepté un accord qui non seulement la rendrait millionnaire, mais lui donnerait également le contrôle total du processus. Lorsque l'argent est arrivé sur son compte, Tanchi n'a ni crié ni dansé. Elle a simplement souri, les larmes aux yeux. Il y a quelques semaines à peine, elle n'avait rien. Maintenant, elle possédait plus que Mankiti n'en avait jamais rêvé. Mais elle ne le lui avait pas dit. Elle n'en a parlé à personne. Au lieu de cela, elle a commencé sa renaissance en silence. Elle a quitté la salle paroissiale et loué un petit appartement sous un autre nom. Elle a acheté de meilleurs outils pour ses créations, a engagé un designer pour améliorer sa boutique en ligne et a commencé à bâtir une véritable entreprise. Toujours artisanale, toujours la sienne, mais plus grande. Personne ne l'avait vu venir. Tandis que Mankiti parcourait encore le village avec fierté, persuadé de l'avoir anéanti, Tanchi s'élevait déjà en secret. Le don de sa grand-mère n'était pas seulement la terre. C'était la force. C'était un héritage. Un rappel que, peu importe les déboires de la vie, il reste toujours quelque chose, une étincelle cachée qui attend d'être découverte. Tanchi ne se précipita pas. Elle avança avec une détermination discrète. Après avoir vendu le terrain de la ville et sécurisé ses millions, elle prit le temps de planifier ses prochaines étapes. Un matin, vêtue de vêtements simples, nouant ses cheveux avec un foulard, elle entra dans le cabinet d'un architecte réputé. Personne ne la reconnaissait. Elle parlait calmement et avec assurance, sous son nom de jeune fille. Personne n'avait besoin de connaître Mankiti. Ce chapitre était clos. Elle s'assit en face de l'architecte et sortit un croquis qu'elle avait fait dans son petit appartement. « Je veux construire ça, dit-elle. Un manoir avec le jardin de mes rêves et des portes solides. Un endroit qui respire la paix. » L'architecte regarda son croquis, surprise par les détails. « Tu le veux petit ou grandiose ?»« Grand, » sourit doucement Tanchi. « Très grand. » La construction commença en quelques semaines. Sur ce même terrain que Mankiti considérait autrefois comme inutilisable, on posait des briques. Les ouvriers venaient chaque jour, ignorant que la femme discrète en civil qui leur rendait visite en était la propriétaire. Elle les observait de loin, portant des lunettes de soleil et un grand chapeau. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle voulait juste reconstruire, lentement mais sûrement. Tandis que le manoir grandissait, son entreprise aussi. Sous un autre nom et avec de nouveaux contacts, elle a commencé à investir dans l'immobilier, d'abord de petite taille. Des boutiques, des appartements, puis des bureaux. Elle ne se laissait pas impressionner. Elle travaillait, signait des papiers et prenait des décisions judicieuses. Les gens pensaient que l'entreprise appartenait à une femme puissante qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Et ils avaient raison. C'était elle. Sa boutique d'artisanat en ligne a également explosé. Grâce aux nouveaux outils qu'elle a achetés et à une équipe de travailleurs discrets recrutés à l'église, ses produits artisanaux ont atteint des acheteurs internationaux. Les commandes arrivaient de différents pays.
Elle enregistra son entreprise sous son nom de jeune fille. Pas une seule fois elle n'eut l'idée de partager son succès avec l'homme qui l'avait trahi. Brique après brique, sa vie changeait. Son manoir était enfin terminé. De hautes portes, des fenêtres étincelantes, des murs blancs et des lumières dorées. Une large allée menait à une maison qui semblait avoir été habitée par un membre de la famille royale. Ce n'était pas seulement une maison. C'était une preuve. Preuve que la trahison ne l'avait pas brisée. Preuve qu'une femme pouvait tomber, tout perdre, et pourtant s'élever, plus forte, plus riche et plus intelligente. Les habitants de la ville commencèrent à chuchoter au sujet de la mystérieuse femme derrière ce magnifique manoir. Mankiti, toujours au village, ignorait totalement quelle était celle qu'il lui fallait. Il la croyait souffrante, pleurant encore sa maison incendiée. Si seulement il le savait. Mais Tinchi s'en fichait. Elle n'avait pas de temps à perdre avec les jeux de vengeance ou les ragots inutiles. Elle était trop occupée à construire, trop occupée à vivre. Chaque brique, chaque transaction, chaque fleur de son jardin lui rappelait qu'elle avait fait tout cela seule, avec son nom, sa douleur et sa force. Et personne, pas même Mankiti, ne pouvait le lui enlever. C'était un après-midi ensoleillé, et tout autour du manoir était calme et magnifique. Les fleurs s'épanouissaient, la fontaine clapotait doucement et le vent dansait dans les arbres. Tinchi était assise dans son jardin, sirotant du thé, vêtue d'un cafetan doré fluide qui scintillait au soleil. Son visage était paisible, elle avait tout ce dont elle avait besoin, sa maison, son entreprise, sa liberté. À la porte, un homme se tenait là, sous le choc. C'était Mankiti. Ses vêtements étaient sales, son visage était maigre et fatigué. La vie n'avait pas été tendre avec lui, son entreprise avait fait faillite et la maîtresse pour laquelle il avait quitté Tinchi l'avait mis à la porte. Il n'avait plus rien, ni argent, ni respect, ni même un toit. Il avait entendu des rumeurs au village à propos d'une femme puissante qui avait construit un manoir en ville. Il n'aurait jamais imaginé que c'était Tinchi. En voyant la maison, son cœur se serra, ses jambes s'affaiblirent. Il franchit lentement le portail ouvert, les yeux écarquillés d'incrédulité. Puis elle sortit. Tinchi ne se précipita pas. Elle marchait avec une force tranquille, sa tenue dorée flottant comme une reine, sa peau rayonnait, son regard était calme. Elle ressemblait à une reine qui avait survécu à l'incendie, à la douleur, à la trahison, et qui s'était relevée. Mankiti tomba à genoux, là, sur le carrelage lisse de l'allée. « Tinchi, s'il te plaît » murmura-t-il d'une voix tremblante. « J'ai fait une erreur, je ne savais pas ce que j'avais. Pardonne-moi. » Elle le regarda un long moment, sans haine, ni même avec colère, juste en silence. « Erreur, dit-elle doucement. Tu as incendié ma maison, tu m'as laissé sans abri, tu m'as traité d'égoïste quand je refusais de te donner de l'argent, tu as dit aux gens que j'étais folle, pleura Mankiti, de vraies larmes. J'ai été stupide, j'ai tout perdu, je ne mérite rien, mais s'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Tinchi baissa les yeux vers lui. C'était le même homme qui avait ri un jour, pieds nus sous la pluie, en regardant sa maison brûler. Maintenant, il était à genoux, sale et désespéré. Elle prit une grande inspiration. « Tu avais raison sur un point, dit-elle. Tu ne mérites rien. » Puis elle se retourna dans sa demeure et referma la porte. Les grilles se refermèrent derrière elle. Mankiti resta un moment à genoux, fixant l'endroit qu'il avait autrefois qualifié d'impossible, la maison qu'elle avait bâtie avec la même force qu'il avait tenté de détruire. À l'intérieur, Tinchi souriait doucement, non par fierté, mais par paix. Elle avait gagné, non par vengeance, mais en s'élevant, et le monde, n'oublierait jamais le jour où la femme qui l'avait brûlé était sortie vêtue d'or, et où il était tombé à genoux. Tinchi ouvrit lentement la porte. Mankiti se tenait toujours dehors, l'air choqué, brisé, incertaine de ce qui l'attendait. Lorsqu'elle le regarda dans les yeux, il ne restait plus d'amour, juste une force tranquille, née de tout ce qu'elle avait survécu. Sans un mot, elle s'écarta et lui fit signe d'entrer. Il la suivit, confus, espérant encore un pardon, peut-être même une seconde chance. À l'intérieur, le manoir était encore plus beau. Sol en marbre, lumière dorée, meubles élégants, tout semblait sorti d'un rêve. Mankiti regarda autour de lui, incrédule. Il avait du mal à reconnaître la femme qu'il avait autrefois tenté de détruire. Elle était sûre d'elle, gracieuse et puissante. Ce n'était plus la même Tinchi qui implorait son amour.
C'était une femme qui avait surmonté la douleur et l'avait transformée en une force d'or. Tinchi le conduisit dans une pièce silencieuse. Sur une table en verre brillant se trouvaient un stylo et quelques documents. Elle les prit et les lui tendit. « Tu n'es pas là pour rester, dit-elle doucement. Vous êtes ici pour mettre fin à ce qui aurait dû se terminer depuis longtemps. » Mankiti baissa les yeux. Les papiers du divorce. Ses mains tremblaient. « Tinchi, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de faire ça. On peut arranger les choses. Je peux changer. » Elle sourit doucement, mais ce n'était pas le sourire dont il se souvenait. Ce n'était pas le sourire d'une femme amoureuse. C'était le sourire d'une femme qui avait appris. « Non, Mankiti, répondit-elle. Tu as eu ta chance. Tu l'as brûlé, comme tu as brûlé notre maison. » Il détourna le regard, honteux. Il n'avait pas de mots. Tinchi s'assit et signa sa partie des papiers. Puis elle les lui tendit. Tandis qu'il commençait lentement à signer, elle prononça une dernière phrase qui le frappa comme un éclair. Ce manoir a été construit à partir des cendres que tu as laissées derrière toi. Tu as essayé de me détruire, mais au lieu de cela, tu m'as poussé à devenir plus forte. Je ne suis plus ta femme, Mankiti. Je suis ta leçon. Le silence emplit la pièce. Mankiti ne pouvait même pas la regarder. Il signa les papiers, sachant qu'il avait perdu la seule chose réelle qu'il ait jamais possédée. Tinchi se leva, l'accompagna jusqu'à la porte et l'ouvrit. Pas de cris, pas de drame, juste la paix. Alors que Mankiti sortait, tête baissée, elle murmura au revoir. Sur ce, elle ferma la porte. Tinchi s'y appuya un instant, respirant profondément. Non pas de tristesse, mais de soulagement. C'était fini. Elle était enfin libre. Pas seulement à cause du mariage, mais aussi de la douleur, du contrôle, des mensonges. Elle n'a pas seulement survécu. Elle s'est reconstruite. Elle se releva. Et elle s'assura que celui qui tentait de la briser n'oublierait jamais sa force. À partir de ce jour, le monde ne l'appela plus l'ex-femme de Mankiti. On l'appelait la femme qui transformait le feu en or. Tinchi se tenait sur une scène illuminée, vêtue de bleu roi, la tête haute. Les flashs des appareils photo crépitaient et le public applaudissait. Pas seulement pour sa beauté, mais aussi pour son courage. La même femme qui dormait autrefois sur le sol froid d'une église était désormais regardée par toute la nation avec respect et admiration. Mais ce moment n'avait rien d'une démonstration de richesse ou de pouvoir. Il s'agissait de donner en retour. Après tout ce qu'elle avait traversé, Tinchi s'était fait une promesse, aucune femme ne devrait se sentir aussi seule et impuissante qu'elle. Elle a donc créé une fondation, la fondation Ashes to Gold, pour aider les femmes victimes de violences, d'abandon ou de souffrance. Elle a utilisé ses propres fonds pour construire des refuges, proposer des formations et apporter une aide juridique aux femmes fuyant des situations pénibles. La nouvelle s'est vite répandue. Des femmes de villages, de villes et de cités sont venues la voir. Pas seulement pour de l'aide, mais aussi pour de l'espoir. Certains sont venus avec leurs enfants. D'autres avec rien d'autre que leurs vêtements. Et Tinchi a accueilli chacun d'eux avec amour. Elle a écouté leurs histoires, pleuré avec eux, puis les a aidés à se relever. Les médias ont couvert son parcours. Ceux qui la plaignaient autrefois la qualifiaient désormais de guerrière. Célébrités, chefs d'entreprise et même politiciens l'ont encensée. Elle n'est pas seulement une survivante, a déclaré un présentateur de journal télévisé. C'est une reine. Tinchi se fichait des titres. Elle souriait quand on l'appelait « Reine Tinchi ». Mais ce qui comptait vraiment pour elle, c'étaient les vies qu'elle touchait. Chaque fois qu'une femme ouvrait sa propre boutique, retournait à l'école ou souriait à nouveau après des années de souffrance, c'était sa véritable couronne. Elle organisait des ateliers où elle enseignait aux femmes à fabriquer des objets artisanaux, comme ceux qu'elle vendait à ses heures les plus sombres. Elle leur a montré comment transformer leur souffrance en objectif. Chacun de ses discours se terminait par les mêmes mots, « Vous n'êtes pas faible, vous ne faites que commencer. Levons-nous ensemble. » Même Mankiti, de loin, a vu les panneaux d'affichage et les informations. La femme qu'il avait autrefois tenté de briser était désormais aimée par des millions de personnes. Son nom était oublié, mais le sien était gravé dans les cœurs à travers le pays. La fondation de Tinchi grandit. Bientôt, des centres ouvrirent leurs portes dans toutes les grandes villes. Son manoir, autrefois symbole de victoire personnelle, est devenu un lieu de guérison et de changement.
Elle était devenue bien plus qu'une simple survivante, elle était devenue un symbole. Un rappel que, quelle que soit la gravité de la situation, une femme qui refuse de se laisser abattre se relèvera toujours, et lorsqu'elle y parviendra, le monde s'élèvera avec elle. C'est ainsi que Tinchi, la femme autrefois abandonnée sous la pluie, est devenue la reine de chaque tempête.